Et peut-être aujourd'hui, Nouria, est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu ce que tu as mis en place aujourd'hui comme politique cadre, justement pour accompagner les entreprises dans ce travail? Bon, bah d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de consacrer un petit peu de temps à cette rencontre. La question de la cybersécurité nous est apparue à l'État de Vaud assez rapidement. Moi, je suis entrée en fonction en 2012 à l'État de Vaud et on m'a confié le département notamment de l'informatique. Et c'est vrai que jusqu'alors, toute la question de l'informatique, elle était envisagée exclusivement sous deux questions. La première, c'était la mise à disposition de systèmes d'information pour le fonctionnement de l'administration cantonale. Donc, c'était exclusivement, disons, envisagé sous l'angle de la technologie, de l'évolution technologique, de la mise à disposition des systèmes. Et puis, de l'autre côté, il y avait une très forte pression pour la cyberadministration, c'est-à-dire la mise online des prestations qu'offre l'État pour les citoyens, les entreprises ou les communes. Et donc, on avait cette double approche qui était très technologique, une sorte de fond de fuite en avant technologique. Et puis, à ce moment-là, je me souviens très bien, on commençait à parler des premiers vols de données, notamment dans le secteur bancaire, qui a été un des premiers secteurs touchés. En tout cas, c'est là où on a vu les gros titres, hein, lorsque HSBC s'était fait notamment pirater ses données, vendues à l'étranger. Et je me suis dit, ben, un jour, les États et les États, les micro-États comme un canton, pourrions être la cible de cyberattaques. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2013, on a lancé un immense chantier de dire, ben, la mise à disposition des systèmes d'information reste, la cyberadministration doit aussi rester, mais alors, il faut en parallèle et en priorité sécuriser les systèmes d'information et donc les données. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de données à l'état de Vaud, de prendre conscience qu'en réalité, c'est une donnée, enfin, c'est un pétrole qui intéresse des cybercriminels, étant entendu qu'on a dès 2013 envisagé les cyberrisques comme une extension de la criminalité ordinaire. Et c'est depuis lors qu'on a conduit toute une série de renforcements de l'architecture même pour cloisonner les systèmes d'information. On s'est doté d'un Security Operations Center, donc d'un centre de veille permanente des attaques dont pourrait faire l'objet l'État de Vaud, dont fait d'ailleurs l'objet l'État de Vaud. Et puis, nous avons aussi parallèlement conduit toute une série de modules de e-learning en direction du personnel de l'administration, parce que le premier risque, il est toujours humain. Et dans ce cadre-là, on continue à sensibiliser nos collaboratrices, nos collaborateurs. On a d'ailleurs régulièrement, on fait ce qu'on appelle des campagnes de faux phishing pour tester la résilience informatique. Alors, on a un succès relatif, hein, parce qu'on a à peu près toujours un quart de nos collaborateurs qui cliquent sur le mauvais lien. L'idée, c'est pas de punir ou de faire une chasse aux sorcières, c'est véritablement d'ensuite amener les gens à prendre conscience du risque qu'ils font prendre à l'ensemble du système. Et justement, par rapport à typiquement ce genre d'action, il y a eu la commune de Rolle qui a été, enfin la ville de Rolle qui a été attaquée. Comment on gère une crise comme celle-là? Parce que je sais que sur la gestion de crise, tu en connais un sacré rayon. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur cette gestion de crise, justement, face à... Quelles sont les premières actions à faire dans ces cas-là? Le problème de la commune de Rolle, c'est que c'est justement pas l'État de Vaud. Et il y a une immense confusion parce que chaque entité, finalement, est responsable de ses propres données. Nous ne détenons pas les données des communes. C'est les communes qui les détiennent parce que ce sont elles qui les collectent, au fond, qui les détiennent. Et là, en l'occurrence, la ville de Rolle ou la commune de Montreux, qui ont été les deux Oui. entités attaquées, l'État de Vaud n'était pas du tout, au fond, détenteur des données. Nous Okay. sommes venus en appui, par contre, rapidement, à ces communes, sous trois formes. La première, en intervention d'urgence. Nous avons, disons, dépêché nos spécialistes de la cybersécurité cantonale, notre centre d'intervention rapide, on l'a mis à la disposition des communes en question, principalement de la commune de Rolle, les informaticiens, les spécialistes des cyberrisques sont intervenus d'abord pour cloisonner les systèmes et puis surtout définir le périmètre du dommage et puis veiller ensuite au rétablissement des fonctionnalités.
Ça, c'est la première urgence qui a été faite avec eux. La deuxième, ça a été de les amener à communiquer, parce qu'en cas de cyberattaque, un élément très important, c'est toujours la communication du dommage, de la transparence aussi. Ça inquiète beaucoup les gens, surtout quand on est une collectivité publique, de savoir au fond quel est mon risque, quelle utilisation abusive a pu être faite de mes données. Et puis la troisième aide qu'on a apportée à cette commune, on les a dirigés ensuite vers les entreprises privées, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont très compétentes pour les accompagner dans l'idée de faire un audit de leur vulnérabilité de leur système et qu'ensuite ils puissent établir une feuille de route pour sécuriser leur système d'information et ne pas être autant exposés au risque de cyberattaque et de vol, piratage de données. Et tu as parlé d'une souveraineté numérique. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur ce sujet, sur tes projets justement de cybersécurité? Oui, alors ça, c'est vraiment des notions qui sont pour nous très importantes d'être clarifiées, parce que souvent, d'ailleurs, quand on est confronté à la presse, les gens confondent à la fois cybersécurité et souveraineté numérique. C'est pourtant deux domaines très différents. Okay. La cybersécurité, c'est vraiment ça. C'est on peut se faire voler, vous, moi, l'entreprise. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'entreprises. Dans le canton de Vaud, on a une augmentation massive, mais j'imagine que c'est le cas dans d'autres cantons aussi, de cyberattaques, de vol, de cryptage de données par des campagnes de phishing ensuite avec des rançons qui sont demandées, et puis en parallèle la vente de données ou la mise à disposition de données sur le dark web. C'était le cas d'ailleurs de la commune de Rolle. Donc nous, vraiment sur la question de la protection des données, c'est entre autres tout ce que je viens d'expliquer. On a aussi développé une application en direction des entreprises pour les accompagner. On travaille aussi avec la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie pour sensibiliser les entreprises aux 10 bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Si on applique ces 10 bonnes pratiques, en principe, on réduit considérablement le risque d'attaque. Et puis, la souveraineté numérique, c'est un autre domaine. C'est vraiment la question de l'hébergement des données. Disons, cette question pose la question de la territorialité des données, le lieu de stockage, au fond, des données des entreprises ou des entités publiques. Pose la question du fort applicable, du fort juridique applicable au traitement de ces données. Et c'est vrai que le canton de Vaud a une position très souverainiste dans le sens où on a été étonné, pour ne pas dire estomaqué, que notre pays, la Suisse, dans le cadre de l'appel d'offres pour ces questions, au fond, elle est, par l'appel d'offres lui-même, créer les conditions pour que les données des entreprises et des citoyens soient dorénavant stockées, soit en Chine, soit aux États-Unis, ce qui semble complètement ahurissant dans le monde actuel, analogique. On n'aurait pas idée pour stocker des documents confidentiels, donc des données confidentielles, d'aller louer un coffre-fort à Pékin et puis finalement de lui appliquer le droit chinois pour accéder à ce coffre-fort. Or, dans le monde numérique, c'est exactement ce que la Suisse a fait. Elle a dans l'appel d'offres, confié la gestion de ces données pour le cloud numérique suisse à des entreprises qui sont actives dans minimum 3 continents. Donc, on voit bien qu'elle a exclu de fait les entreprises suisses, par exemple. Et donc, il y a seules les entreprises américaines, les fameuses GAFAM, et l'entreprise chinoise qui ont remporté le marché. Et donc, dans ce cadre-là, le canton de Vaud a un petit peu lancé une sonnette d'alarme, rejoint par le canton de Genève, puis par l'ensemble des cantons latins, parce que je présidais la conférence des directeurs du numérique au niveau latin, et nous avons maintenant lancé une étude pour faire une démonstration, un proof of concept, avec le monde académique et des entreprises actives en matière de lutte contre les cyberrisques suisses, pour faire la démonstration on a les moyens, on a les compétences et on a l'argent de se doter vraiment d'un cloud suisse et de garder en cela la main sur ces données précieuses. Je précise que ce n'est pas seulement qu'on peut se les faire voler, mais quand on pose la question de la souveraineté, c'est vraiment la question de l'accès. On voit bien que quand nos données sont, cas échéant, stockées dans un pays tiers, eh bien, il peut y avoir, si ce sont des données stratégiques,
eh bien, il peut y avoir une décision, disons, de rétorsion d'un pays tiers à un moment donné pour empêcher la Suisse d'avoir accès à ses propres données, ce qui serait vraiment complètement absurde. Ah, ouais. Et j'ai une question de Benoît qui parle de est-ce que les grandes entreprises sont associées à l'effort de l'État en matière de cybersécurité? Oui, alors clairement, en tout cas, le canton de Vaud, on travaille toujours sur ces trois bons pieds que sont d'un côté l'État et l'État même national. Nous participons avec le programme Mélanie aussi au niveau de la Confédération, l'État de Vaud, et puis le monde académique, parce qu'on a la chance d'avoir les PFL, l'UNIL et la Haute École de Gestion à Yvernon qui sont associés aux réflexions. C'est des laboratoires d'idées, d'innovation. Et on a aussi les entreprises actives. On a créé ensemble d'ailleurs ce qu'on appelle le Digital Trust. C'est vraiment un cluster lié à la cybersécurité qui est basé ici tout près de l'EPFL, où justement, nous, on considère qu'il y a vraiment des partenariats publics, académiques et privés qui doivent travailler en bonne synergie parce qu'encore une fois, ce sont des places de travail dont on défend aussi. Ce n'est pas seulement la question de la souveraineté, des grands principes de souveraineté, c'est aussi, il ne faut pas se le cacher, ce sont des places de travail importantes pour notre pays. On a ce savoir-faire, on a vraiment un biotope d'entreprises et de start-up ou d'entreprises confirmées aussi, qui sont des leaders mondiaux en la matière. Et c'est fondamental qu'on puisse continuer de s'appuyer sur ce tissu et cet environnement favorable. J'ai une question, c'est intéressant, de Valérie qui dit que faire quand une entreprise est attaquée, vers qui se tourner. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ces moments-là? Alors, ce qu'on doit déjà préalablement avoir fait dans les bonnes pratiques, en tout cas celles qu'on recommande à l'État, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord c'est la formation du personnel. Je crois que moi je commencerai par là, c'est de dire vraiment il faut connaître les comportements à risque des collaborateurs et offrir ces formations continues pour couper ces firewalls humains. Ensuite, il faut donner l'information qu'il faut vraiment mettre à jour régulièrement. Nous, on a été frappés de voir dans un certain nombre d'attaques, soit dans des PME, soit sur des petites communes, qui n'avaient aucune mise à jour qui avait été faite, par exemple. Donc, il y avait une exposition aux vulnérabilités qui était massive. Deux, quand on se débarrasse de vieux ordinateurs, il faut faire attention de véritablement qu'ils soient clean derrière, parce que là aussi, c'est des sources possibles de piratage. Changer les mots de passe régulièrement, des mots de passe qui soient très forts. Ensuite, nous, on a fait tout un travail à l'État de Vaud sur la gestion des administrateurs. Nous, on a un parc, disons, informatique qui touche quasiment 20 000 collaborateurs. Et il y avait beaucoup trop de droits d'administrateurs qui avaient été donnés par commodité, finalement, par facilité. Et donc, nous, on a vraiment restreint tous ces comptes utilisateurs et ces droits d'administrateurs qui soient véritablement resserrés. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avoir dans son système d'information identifier très rapidement quelles sont les données les plus sensibles, les plus critiques, et puis aussi où elles sont localisées pour pouvoir les isoler, les cloisonner rapidement en cas de cyberattaque. Évidemment, il faut avoir sécurisé tous ces points d'accès, Wi-Fi, etc. Et puis, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est doté d'un data center de backup. Et on fait des backups tous les soirs. En cas d'attaque de nos données, nous, j'avais demandé une évaluation de savoir en cas d'attaque générale, combien de temps il fallait pour rétablir les systèmes. Eh bien, au départ, on est parti de 3 mois de paralysie totale de l'État. C'était inacceptable. Aujourd'hui, on a vraiment maintenant réduit ces vulnérabilités et la plupart d'entre elles, on peut les rétablir dans la journée. Donc, ça, c'est important aussi pour une entreprise, puisqu'on est de plus en plus dépendant de nos échanges informatiques, qu'il n'y ait pas une paralysie totale, parce que c'est des coûts qui peuvent conduire cas échéant à des faillites. On a vu l'été dernier avec une grosse entreprise qui était piratée, qui était à ça de la faillite, parce qu'elle n'avait plus accès à rien. Voilà. Et puis voilà, avoir une veille sur les événements anormaux, etc. Puis en cas d'attaque, il faut dans les bonnes. C'est des pompiers. Il faut avoir déjà
élaborer ce qu'on appelle ces plans de continuité. Et puis, généralement, c'est le prestataire de service qui intervient pour cloisonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cerner les vulnérabilités, rétablir les systèmes. Et puis, généralement, c'est des entreprises spécialisées en matière de rétablissement des fonctionnalités informatiques. Est-ce qu'on sait qui sont ces hackeuses ou hackers et qu'est-ce qu'ils font de ces données? Bon, alors c'est sûr qu'on est très très loin aujourd'hui du jeune hacker qu'on imagine avec son hoodie, comme je dis, et son cherry coke devant la télévision. C'est vraiment aujourd'hui, on le sait, ce sont des bandes organisées, c'est des mafias, hein, disons-le clairement. Et souvent derrière, il y a déjà des équipes pluridisciplinaires, beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et puis, dans la plupart des attaques qui attaquent les systèmes de l'État, hein, on va dire les vulnérabilités importantes, il y a des États tiers derrière. Ah ouais, okay. Oui. On le voit en ce moment avec la Biélorussie. Hein. Ce qui se passe avec disons, les menaces d'intervention russe, eh bien, il y a une pression monstrueuse sur les systèmes d'information et il y a des attaques régulières, quasiment tous les jours, de tentatives de paralysie du système en Biélorussie. Donc, on voit exactement que quand on dit qu'il y a vraiment un risque en matière de souveraineté, c'est pas qu'on l'invente, c'est que véritablement c'est ce qui se joue. On voit que les élections américaines, elles ont été sous influence de pays tiers. On voit très très bien qu'aujourd'hui, derrière ces cyberattaques, il y a souvent des questions géostratégiques. Alors, on a une question de Sylvie Guidel qui dit justement, celui qui achète des données volées est-il aussi sanctionné? Alors, on peut déposer plainte. Évidemment, nous, en tout cas, la police cantonale, on s'est doté d'une brigade de spécialistes pour poursuivre les traces informatiques laissées par ces cybercriminels. Il n'est pas rare qu'on puisse les condamner. Donc, nous, on dépose plainte systématiquement. J'invite d'ailleurs les entreprises qui se font pirater à le faire aussi. Il n'y a pas de honte au piratage. Souvent, c'est comme souvent dans les agressions. Souvent, par exemple, les femmes victimes de viol n'allaient pas porter plainte parce qu'elles avaient honte. On a assisté un peu au même phénomène avec les entreprises qui disaient elles cachaient le fait d'avoir été piratées parce qu'il y avait une honte, comme si elles étaient coupables d'avoir exposé leur système, alors que pas du tout. Hein. En réalité, aujourd'hui, les cybercriminels, ils ont souvent 5 coups d'avance parce que, comme je l'ai dit, c'est des mafias organisées avec beaucoup d'argent. Et donc, l'important, c'est plutôt qu'il y ait une dénonciation systématique auprès de la police, en tout cas dans le canton de Vaud, dans tous les cantons, il y a une police qui est spécialisée pour ça et qui traque les criminels. On les sanctionne pas toujours parce qu'on les retrouve pas toujours. Comme je l'ai dit, ils sont super forts pour aussi cacher et dissimuler les traces informatiques. Mais il y a des condamnations qui sont prononcées. Et des condamnations de pays ou en l'occurrence ou de personnes physiques quand même, ou de bandes ou... Alors de pays, non, c'est pas. très difficile. On entrerait dans d'autres dispositions diplomatiques, mais oui, dans des bandes. Ouais. Et justement, j'imagine que face à quand même cette technologie quand même assez pointue de cyberattaque, j'imagine qu'il a fallu mettre sur pied dans les universités des task force. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur l'élaboration de ces task force et de la formation sur le canton de Vaud, en l'occurrence? On a de la chance dans le canton de Vaud. Comme je l'ai dit, on a c'est à la fois l'EPFL qui s'est doté vraiment de ce laboratoire, mais vraiment de pointe, en lien avec des startups et des scale-up qui sont aussi à la pointe. Et donc, il y a à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée qui travaillent vraiment en symbiose. L'Université de Lausanne aussi, notamment avec la professeure Kernauti qui travaille dans ce domaine. Et puis, l'école de gestion, d'ingénieurs et de gestion à Yverdon, la HEIG-VD. Et donc, toutes ces, disons, hautes écoles travaillent
à développer des programmes et à être à la pointe des formations. Je crois que notre pays, véritablement, c'est pour ça que je défends beaucoup la Trust Valley, a un coup d'avance sur ces questions-là. Nous avons, disons, à la fois l'argent, à la fois les cerveaux et les infrastructures qui nous permettent de continuer de travailler dans cette direction, aussi dans tout le domaine de l'intelligence artificielle, tout la machine learning. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a toute la dimension notamment de la prédictibilité, notamment des attaques, par exemple, qui peut être très importante. Donc voilà, toutes ces universités se sont dotées de laboratoires, de chaires d'enseignement, de programmes de collaboration avec l'économie privée et se fédèrent autour de la Trust Valley pour créer justement ce cluster de la cybersécurité, cyber-résilience, qui peut être un leader mondial si on continue d'investir. Et justement, alors, ce qui est intéressant, c'est justement, on voit tout ce qui a été mis en place, on voit que c'est très pointu. Moi, personnellement, je ne savais pas que c'était aussi, il y avait un travail qui avait été fait aussi pointu. Et quels sont les prochains, moi, je suis toujours dans cette idée de perfectibilité, de faire mieux. Quels sont les prochains enjeux que tu prévois sur l'état de Vaud et puis plus globalement, finalement? Alors nous, à l'état de Vaud, on est très actifs, comme vous l'avez sans doute lu et vu, sur la question des identités numériques. Nous nous sommes battus en référendum contre le projet EID de la Confédération. Là encore, parce que la Confédération a un sérieux temps de retard sur sa conception même du numérique. À savoir qu'elle est encore dans une vision un peu des années 2000, où le tout à la technologie est fantastique, et l'État est incompétent en matière technologique, donc il abandonne sa souveraineté à des entreprises privées. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à nous proposer disons, le passeport numérique suisse, où finalement toutes nos données devaient transiter par un consortium d'entreprises privées et voilà, qui aurait détenu l'entier de nos métadonnées et auprès duquel il aurait fallu aller acheter un passeport numérique. Et donc, disons, nous, on s'est battu en référendum contre cette vision, on a gagné devant la population et on a aussi dit qu'on allait s'investir dans l'alternative, chose que nous avons fait. Là encore, on n'a pas inventé la poudre, on a mis en place un proof of concept, là encore, avec des spécialistes de l'État, des spécialistes du monde académique et de l'économie privée, aussi des juristes, des questions de la protection des données aussi. Et nous avons été entendus par la Confédération. Madame Keller-Sutter a entendu ces principes de souveraineté, de gratuité, et elle a maintenant développé un projet qui est hyper intéressant dans ce sens. Et nous allons vraiment maintenant aller dans cette direction. Ça, c'est un projet qui est vraiment sur la table du Conseil d'État vaudois, et c'est un des enjeux de la prochaine législature. C'est vraiment de développer des prestations cyber de l'administration cantonale, mais au moyen d'identité sécurisée. C'est fondamental parce que, comme je dis toujours, l'État de Vaud détient toutes vos données, toutes. Que ce soit vos identités, tout ce qui est de l'état civil, on le détient, tout ce qui est médical, si vous allez par le CHUV, on le détient, si vous avez malheureusement affaire à la justice, on détient vos données, si vous avez des enfants, on détient vos données au travers de vos enfants, les données scolaires. Bref, c'est vraiment massif. Et donc, on est obligé d'avoir une éthique et des principes, disons, qui guident. Et donc, on se dote maintenant d'une politique de la donnée. Ça, c'est ce qui aussi me frappe, c'est que jusqu'à maintenant, on a beaucoup accumulé de données sans véritablement réfléchir à la portée de savoir si vraiment c'est nécessaire qu'on les collecte. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont stockées où? Qui y a accès? Qui peut les détruire? Dans quel temps? Si elles sont mises à la disposition de tiers, qui vérifie que ces tiers y ont accès? Donc, toute cette politique de la donnée, aucun État en Suisse ni un canton, ni d'ailleurs même la Confédération, ne l'a fait. Nous sommes en train de le faire parce qu'on pense que c'est vraiment le départ de véritablement cet Eldorado de la donnée. Parce que justement, enfin, là, je me remets un peu
à la place de tout le monde. C'est un peu vertigineux ce monde-là. Enfin, on se rend compte aujourd'hui que ça fait peur. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a aussi un moment, un gap technologique qui est en train de se faire entre justement une technologie qui va très loin et puis on voit c'est très pointu. Enfin, je m'en rends aujourd'hui vraiment compte en t'entendant. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider la population à aller vers quelque chose de plus facile à comprendre aussi, parce que c'est assez compliqué. Oui, alors c'est compliqué. Et justement, c'était bien le principe de départ de la Confédération. On dit c'est compliqué, donc nous, on abdique et puis on donne ça à des. C'est technologique et donc on se démet de ça. Puis on voit bien, quand je vous explique les données qu'on détient, qu'au fond, c'est pas que technique, c'est politique. Hein. Et donc, il n'y a pas lieu d'abandonner et d'abdiquer le rôle de l'État. Et puis surtout, comme tu le dis, Raphaël, vu qu'on va vers des choses qui sont vraiment très compliquées, si l'État doit continuer de garantir la protection de sa population, parce que c'est quand même le rôle que lui assigne la Constitution, alors il ne peut pas être incompétent. Au contraire, il doit rester compétent, il doit avoir des équipes de gens très bien formés, qui sont à la pointe de la technologie et qui arrivent à challenger aussi ce qui nous arrive, aussi challenger les GAFAM, challenger... nous, on achète des solutions informatiques à des tiers, à des entreprises privées. Il faut qu'on ait des gens qui soient en compétence pour pouvoir dire que c'est vraiment la meilleure option pour traiter les données des citoyens. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut qu'on prépare mieux les générations actuelles et futures à ces questions-là. Moi, je suis issue d'une génération on nous a formés là-dedans. Le renforcement de compétences du citoyen face à l'informatique, on a un petit retard quand même dans notre pays. Et donc, dans le canton de Vaud, on a, cette dernière législature, mis beaucoup d'accent sur cette école du numérique, d'abord en formant les professeurs. Je crois que c'est l'alpha, on a commencé par là, et puis maintenant on a fait un appel à projet dans les établissements où il y a maintenant commence à se déployer l'enseignement sur ces questions numériques, avec pas seulement des outils numériques, mais véritablement de comprendre les mécanismes algorithmiques et la programmation qu'il y a derrière, pour en faire des citoyens et des citoyennes compétents et compétentes pour faire les bons choix. Parce que le numérique, il ne faut pas croire que c'est que des risques. Hein. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'innovations. C'est vraiment un gisement d'intelligence et d'opportunités. Mais il faut maîtriser les langages et les codes pour utiliser le meilleur tout en se prévenant du pire. Alors justement, donc je vois que pour ce manque de personnel qualifié, tu as un peu mis en place des choses qui ont permis justement des écoles numériques. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur cette formation que tu as pu mettre en place, et puis plus globalement sur le numérique? Non, alors ça, c'est ma collègue Cécile Marel qui fait ça, hein, avec notamment les universités. Je crois que c'est aussi ça la chance qu'on a, c'est d'avoir pu bénéficier pour les professeurs des compétences de l'université et des PFL qui ont justement amené ces programmes de formation. Mais ce qui est important de dire, c'est que, comme dans toute chose, le point de départ, c'était quand même de travailler sur la culture du changement. Ouais. C'est plus que d'entrer dans le détail du programme. Je pense que le canton a eu pas mal de travail aussi pour envisager le changement de culture d'entreprise. Et ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment fantastique. Et on a vu qu'il y avait comme ça une image de dire que l'école était réfractaire à ça. Pas du tout. Hein. En fait, on s'est rendu compte que si on offre les bonnes formations, les bons outils, et qu'on amène ça en intégrant finalement dans le programme scolaire et en respectant les enseignements de base, en respectant chaque enfant aussi dans ses capacités, eh bien, on arrive à faire un saut, disons, hyper important. Et je crois que c'est fondamental par rapport aux transformations du monde de l'emploi, aux transformations du monde de l'entreprise, qu'on ait, disons, nos élèves qui sortent et qui soient des professionnels aguerris et compétents qui puissent embrasser les métiers de demain.
Alors, on ne les connaît pas encore. Ça, c'est la difficulté de l'exercice, hein, c'est qu'on voit assez bien quels sont les métiers qui vont un peu disparaître, mais on n'a pas encore complètement identifié les métiers qui vont apparaître. Et c'est pour ça fondamental qu'on offre un enseignement généralisé et qu'on renforce les compétences en la matière. Il y a tout plein de métiers à inventer, en fait, les métiers de demain. Il y a une question de Benoît qui pose la question. Le canton de Vaud semble bien prendre conscience de la problématique digitale. Est-ce que les cantons travaillent ensemble sur ces sujets? Alors, ouais, c'est une bonne question. Moi, vous savez, au niveau suisse, on a des conférences intercantonales qui traitent de plein de sujets. Moi, je siège, par exemple, à la conférence intercantonale sur la mobilité, l'aménagement du territoire, l'énergie, il y a les finances, la conférence des cantons, etc. Il y a même une conférence intercantonale sur la chasse et la pêche, mais il n'y a pas, au niveau suisse, de conférence intercantonale aux questions numériques. Il n'y en a pas. Et ça montre un tout petit peu d'où on vient. Hein. Et donc, c'est vrai que j'ai parlé de ma collaboration avec l'État de Genève. Nous avons créé avec Serge Dalbousco, on a initié la conférence latine aux questions numériques, parce qu'il y a une conférence des chefs de l'informatique technique au niveau suisse, mais il n'y a pas d'instance politique qui traite de ces questions. Et d'ailleurs, on voit le déficit, hein, parce que quand on va challenger le Conseil fédéral sur ces projets, eh bien, quand on arrive avec un discours politique construit, on arrive à convaincre. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette conférence latine aux questions numériques, où on s'est organisé avec tous les cantons latins. Et maintenant, on a, à la faveur finalement du refus de la EID au niveau suisse, pu convaincre Uli Maurer et ses équipes qu'il fallait maintenant envisager d'englober aussi les dimensions politiques dans le projet d'administration numérique suisse. Et là, ils viennent de nommer 5 chefs de gouvernement et conseillers d'État à ce projet de l'administration numérique suisse. Et je vais y siéger, je vais représenter la Suisse romande avec mon collègue du Jura. On va commencer nos travaux le mois prochain. Et je pense que là, ça pourra être l'assise d'un début de meilleure collaboration politique. Par exemple, je vous donne un exemple qui est très parlant, je trouve. Beaucoup de gens nous poussent à faire le vote par informatique, hein, le e-voting. Et il y avait comme ça encore là une fuite en avant pour qu'on fasse ça à marche forcée. Et quand on l'a soumis à des tests de hackers, ils ont pu démontrer qu'ils pouvaient voter autant de fois qu'ils voulaient, et puis même modifier des votes. Donc voilà, ça montre que les questions politiques, voilà, elles sont au centre de ces enjeux techniques. Sûr. Il y a Benoît Fontaine toujours. Est-ce que le canton devrait aider, subventionner les entreprises afin d'être sûr que les mesures de prévention contre les attaques sont mises en œuvre? Cela peut sauver des emplois. Bon, alors nous, on subventionne beaucoup les entreprises dans beaucoup de domaines très différents. Alors, on n'a pas de subvention aux entreprises qui respectent les bonnes pratiques. Mais c'est une question qu'on s'est posée dans un autre sens. C'est de dire, par contre, on travaille par exemple beaucoup par un secteur subventionné. On subventionne beaucoup d'entreprises, des entreprises de transport public, bref. Et on s'est demandé si on ne devrait pas justement conditionner le soutien qu'on apporte de manière massive à certaines entreprises à finalement un check, presque un auto-check aussi, parce qu'on n'est pas une autorité de surveillance de l'économie privée non plus, mais disons un auto-check pour être sûr que finalement les deniers que met l'État dans le fonctionnement de ces entreprises, eh bien, ils ne puissent pas être exposés à des vulnérabilités informatiques parce qu'il y a eu des défauts. On le fait pour un certain nombre d'entreprises en marché public et subventionnées. Par exemple, on vérifie qu'elles respectent l'égalité des salaires hommes-femmes. Ouais. Ça, on le fait. Donc, on est en réflexion avec ça. Ce n'est pas encore abouti. Après, j'imagine que c'est un peu compliqué à mettre en place avec les entreprises elles-mêmes. Elles ne sont pas très joyeuses. Oui, puis il n'y a pas de base légale. Disons de conditionner le soutien des subventions à une entreprise privée ou l'attribution d'un marché public à une entreprise
au respect de la loi fédérale sur l'égalité, ben, ça s'appuie précisément sur une obligation fédérale Oui, ouais, je de comprends. respecter l'égalité des salaires. Par contre, là, il n'y a pas encore d'obligation pour le secteur économique ni même public Il n'y a pas de loi. de se doter des bonnes pratiques informatiques. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi un peu sur le bilan un peu Par des. contre, j'aimerais juste ajouter qu'on a fait cette application Mhm. qui est mise à la disposition gratuite de toutes les entreprises sur le site de l'État de Vaud, Ok. où on leur, vraiment, on les accompagne Mhm. par des conseils, il y a une newsletter. Ah, C'est vraiment nous, on s'envisage plus comme facilitateur, si vous mhm. voulez, que comme outil de sanction à l'égard de l'économie. Je voulais un peu parler justement de l'emploi. On a vu que le Covid actuellement, on est libéré des masques. On voit aussi qu'il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises sur le canton. Euh, j'ai vu un peu partout qu'il y a eu plusieurs scénarios de reprise économique qui ont été évalués. Quelle est ta vision à toi sur cette reprise ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres crises qui nous peut en donner ou au contraire, c'est plutôt positif? Non, alors, je dois quand même vous dire que d'un point de vue macroéconomique, notre pays a peu souffert de la crise. Il y a des secteurs qui ont souffert, Mhm. notamment les secteurs du tourisme et de la consommation et du loisir et de la culture, du sport, toutes ces activités qu'on a artificiellement arrêtées, Mhm. mais pour lesquelles l'État, aussi bien fédéral que cantonal, est Mhm. intervenu massivement en soutien financier. Mais moi, je dois vous dire que j'ai vu les résultats économiques et ils sont excellents. Mhm. Donc, notre pays et notre canton avons particulièrement bien résisté à la crise. Mhm. Ça repose sur une économie très diversifiée Mhm. et sans doute aussi d'une gestion de la crise, disons, mesurée par le Conseil fédéral, qui a en tout temps essayé de garantir le bon fonctionnement de l'économie générale. Donc, en matière de reprise économique, c'est assez positif. Mhm. Les prévisions, elles sont toutes très positives Mhm. parce qu'en réalité, on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas dans une crise comme on a pu la traverser dans les années 90, dans une crise structurelle, économique, financière, institutionnelle et politique, à la suite des subprimes. Enfin, Oui. on n'est pas du tout dans cette situation. On est dans un moment où, de manière conjoncturelle, on Mhm. a artificiellement tiré une prise économique d'un secteur économique qui était parfaitement florissant. Et Mhm. maintenant, comme on a quand même réussi à injecter massivement de l'argent public et que l'économie a repris et reprend ses droits, nous sommes plutôt optimistes quant à, disons, de retrouver les chiffres qui prévalaient en 2019. Il y a même des secteurs qui les sont dépassés en 2020 et 2021. J'ai une- Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui vont mal, encore une Non, bien fois, sûr, bien en sûr, micro-analyse. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas en souffrance. bien C'est aussi la raison pour laquelle c'est important, sûr. au sortir de la crise, de continuer de soutenir ces entités, ces personnes, notamment, disons, par des projets de reconversion, notamment dans tout le secteur culturel, Mhm. ou des projets de soutien à la personne, notamment aux jeunes. J'ai Mhm. vu que les jeunes adultes avaient été particulièrement en souffrance. Et donc Mhm. voilà, toute cette solidarité à l'égard de l'économie qui s'est exercée durant ces 2 dernières années, avec des investissements massifs en milliards, je pense que maintenant, il est grand temps aussi qu'on maintienne cet effort de solidarité envers certaines personnes qui sont un peu cabossées au sortir de la crise. Et justement, par rapport à ces mesures solidaires, est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Enfin, là, tu nous parles de reconversion. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres points sur lesquels tu appliques cette idée de solidarité? Bon, alors, le premier point, c'est justement toute la transformation digitale de l'économie, Mhm. qu'on a commencé d'ailleurs. Le canton de Vaud a fait des bons welcome, les bons Coca. Mhm. Et en fait, pour que D'accord. les entrepreneurs puissent vendre leurs prestations, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de PME,
eh bien, c'est encore difficile. Elles étaient assez en retard dans la digitalisation de leurs prestations. Et donc, dans le montant que l'État de Vaud a mis à la disposition de ces PME, on a notamment mis un montant en direction d'un accompagnement à la transformation digitale. Ça, je pense que c'est des choses qui vont devoir perdurer pour, disons, amener les PME à être, disons, à la pointe des enjeux. On a des grandes entreprises qui sont parfaitement dotées, on le voit aussi avec les communes. Les communes sont aussi très différentes dans leur approche digitale. Ça, c'est un secteur qui va être très important. Il y en a plein, disons. Je pense aussi à tout le projet je vous le disais, d'accompagnement psychologique des jeunes. Il va falloir inventer des choses. Là, on n'a pas encore les projets et donc c'est pour ça qu'il faut maintenant collaborer. Je pense qu'au sortir de la crise, on a appris des choses importantes durant cette crise, c'est qu'il y a aussi eu beaucoup de solidarité entre les gens qui étaient prêts à aider, voilà. Et je pense que ça, il faut qu'on capitalise, notamment dans des appels à projets. On l'a beaucoup fait dans la culture, dans le sport, à l'école. Moi, dans le secteur des transports aussi, des appels à projets numériques. Je pense que c'est très important de remobiliser les populations en direction de projets de reconstruction et de solidarité parce qu'on a besoin de se recoudre maintenant. On a vu que cette crise, elle a beaucoup divisé. Et je pense que de faire plutôt une démarche d'ouverture, elle sera saluée. Écoute, je voulais là, notre live arrive gentiment à sa fin. On finit à 10h45, comme toujours. Je voulais vraiment te remercier pour ce moment passé avec nous. Je sais qu'en plus, ton emploi du temps est chargé, donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi et à vous. Moi, je vous remercie tous et toutes d'être là. Et puis, je vous propose de se retrouver pour notre prochain live. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et une bonne continuation. Au revoir et merci. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir, merci.